L'arche de Noé. Avant le grand déluge, le monde était rempli de méchants, à tel point que le Seigneur décida de détruire la face de la terre. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. » Le Seigneur choisit Noé, un homme de Dieu, pour construire une arche dans laquelle les justes seraient sauvés avec certains des animaux. Noé a prêché la conversion et la repentance pendant 120 ans, mais seulement 8 personnes ont donné leur cœur au Seigneur et sont entrées dans l'arche. Quand la pluie est arrivée, les gens ont cherché la sécurité sur les hauteurs et vers l'arche elle-même, mais l'ange du Seigneur avait fermé la porte de l'arche et elle ne pouvait pas être ouverte. La probation était terminée, c'était trop tard. La mort et la destruction ont recouvert la terre. Les pensées de l'homme étaient continuellement portées vers le mal. Dieu a lancé une invitation, mais elle n'a pas été acceptée. C'était un jugement pour l'homme. Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Il détruisit tous les êtres vivants qui étaient sur la face de la terre. Dieu avait sauvé son peuple à travers le déluge, mais ils allaient passer près d'1 an dans l'arche, attendant que les eaux du déluge se retirent et qu'une nouvelle vie commence. Noé et sa famille avaient hâte de quitter l'arche. Finalement, Noé a su qu'il pouvait sortir en toute sécurité. Il a offert un sacrifice au Seigneur, et le Seigneur a placé dans le ciel l'arc-en-ciel de la promesse, signifiant qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. La Bible nous dit où l'arche de Noé est venue se poser. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Mais qu'est-ce que l'Ararat? Le nom Ararat, tel qu'il apparaît dans la Bible, est l'équivalent hébreu d'Urartu, ancien pays de l'Asie du Sud-Ouest, mentionné dans les sources assyriennes du début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet espace géographique comprenait des parties de l'est de la Turquie, de l'Arménie et de l'Iran. Moïse ne parlait pas d'une montagne spécifique en écrivant la Genèse. Il parlait d'un pays, l'Urartu. La Bible disait donc que l'arche s'était arrêtée sur les montagnes du pays d'Urartu. Dans l'est de la Turquie, en face du mont Ararat, de l'autre côté de la vallée, se trouve le site que nous visiterons. Cette région a été photographiée pour la première fois lors d'un relevé aérien réalisé en 1959 par Francis Gary Powers. Plus tard, le capitaine turc Doruk Pinar a repéré l'objet en forme de bateau sur ses photographies. En 1960, un groupe des États-Unis s'est alors rendu sur le site, mais ils ont prématurément conclu que c'était une formation naturelle. La même année, le magazine Life publiait des photos du site. Existe-t-il une trace historique des civilisations anciennes mentionnant l'existence de l'arche de Noé? Béroz le Chaldéen a écrit « On dit qu'il y a encore une partie de ce bateau en Arménie, sur la montagne des Carduchiens, et certaines personnes emportent des morceaux du bitume qu'ils enlèvent et qu'ils utilisent principalement comme amulettes pour prévenir les malheurs. Aujourd'hui, nous pouvons regarder une carte de la Turquie et voir ce site répertorié sous le nom de Nuhun Gemisi ou le grand bateau de Noé. En nous rendant sur le site, nous avons atterri près de l'immense lac de Van, qui abritait autrefois l'ancienne capitale d'Urartu, nommée Tushpa, située sur son rivage. En traversant la campagne, nous apercevons un volcan éteint. Au détour d'une montagne, nous pouvons voir le célèbre mont Ararat au loin. À l'ombre d'Ararat se trouve la ville de Dogubayazit que nous traversons en direction du site de l'Arche de Noé. Le mont Ararat est une magnifique montagne, riche d'histoires d'alpinistes partis à la recherche de l'Arche, mais sans succès. De l'autre côté de la vallée, nous nous arrêtons pour voir le panneau de signalisation érigé par le gouvernement indiquant Nuhun Gemisi à 5 km dans la montagne. Lors de son premier voyage dans la région en 1977, Ron Wyatt ne savait pas par où commencer ses recherches et il n'avait que 3 jours dans la région. Alors, lui et ses fils adolescents ont prié que leur taxi cale dans les endroits où ils devaient chercher. Ce jour-là, Dieu a fait caler leur taxi dans 3 endroits différents. Et voici notre premier arrêt de taxi.
En haut, dans la montagne, se trouve le lieu de repos du navire de Noé. Le nom de cette montagne se traduit par « montagne de fin du monde », du nom de l'événement funeste du déluge. En remontant la montagne, nous pouvons voir le petit Ararat et le grand Ararat de l'autre côté de la vallée. Les deux sont des montagnes volcaniques post-déluge, qui n'étaient même pas là au déluge, et ce serait le dernier endroit où l'on devrait chercher l'arche. Nous sommes enfin arrivés à l'arche. En regardant de la poupe ou de l'arrière, on peut voir le contour en forme de bateau de l'arche. Il a une poupe arrondie et un avant ou une proue pointue. La forme symétrique indique qu'il s'agit d'une structure construite par l'homme. Ron Wyatt a fait 24 voyages ici pour effectuer des tests et des recherches sur cette formation en forme de bateau. Les photos prises à différents moments de l'année ont mis en évidence différentes caractéristiques du bateau. Il y a eu tellement de preuves convaincantes découvertes sur le site que le gouvernement turc a déclaré cette région Parc national de l'Arche de Noé. Et pourtant, à ce jour, le monde n'est pas au courant de cette incroyable découverte. En utilisant Google Earth, nous pouvons zoomer sur le site pour voir l'arche, ainsi que le centre de visiteurs construit par le gouvernement turc. C'est le 21 juin 1987 qu'une cérémonie a eu lieu sur la montagne pour commémorer le site du parc national de l'Arche de Noé. Des dignitaires de tout le pays se sont rassemblés pour rompre le pain et célébrer cette merveilleuse découverte. Le gouverneur, des officiers militaires et d'autres hauts responsables participaient à une célébration de la découverte. Ron Wyatt était un invité spécial en raison du travail considérable qu'il avait accompli sur le site. Le centre des visiteurs accueillerait des gens venus du monde entier pour contempler l'arche. Quand le gouverneur et Ron Wyatt ont placé du béton dans les fondations, il y avait de l'excitation dans l'air. C'était un monument à la dépouille de l'Arche de Noé. L'Arche de Noé avait été retrouvée. Le lendemain, un article paru dans le plus grand journal turc annonçait « Le grand bateau de Noé, ouvert au tourisme ». Maintenant, nous nous dirigeons vers le centre des visiteurs pour voir les preuves instructives exposées. Divers diagrammes et photos sont assemblés pour souligner les caractéristiques importantes de l'arche. Des échantillons de l'arche sont également exposés, y compris du bois pétrifié et des fossiles marins de la région, indiquant que cette montagne est une roche sédimentaire qui était recouverte d'eau. Un livre d'or nous montre que des gens du monde entier visitent le site. De nombreux pays y sont représentés. Hassan Ozer travaille au centre des visiteurs depuis son ouverture. Il a vécu toute sa vie dans un village, ici sur la montagne, juste au-dessus de l'arche, et a beaucoup d'histoires liées à l'arche. Sa photo a paru dans un journal de Knoxville au Tennessee, alors notre équipe lui en a apporté une copie plastifiée. Hassan nous raconte à présent une histoire intéressante sur la formation de l'arche. Tabii zaten biz gördük, biz de Rovayt'a söyledik. Bunun gemisi var ya, 1948 senesinde gece bir kayma deprem oldu. Sabahleyin baktık ki her taraf gitmiş. Bunun gemisi bir ada güçlüğüne kalmıştır. Her akşam üzerinde bir elektrik lambası gibi ışık yanardı. En 1948, il y a eu un tremblement de terre. C'était la nuit, et nous nous sommes réveillés le matin, et nous avons vu que la terre avait bougé, et nous avons vu la forme d'une arche. En 1960 yıllarında Türk Hava Kuvvetleri'ne böyle bir pilot tarafından bunun fotoğrafı çekiyor. Gidiyor Ankara'ya. 1960 yıllarında. 60 yıllarında söyle.
Aussi, à partir de ce moment, il y avait une lumière qu'on pouvait voir la nuit depuis le village, en haut, quand on regardait en bas vers le site de l'arche. Et les gens croyaient que c'était des choses saintes. Et quand ils venaient près de l'arche, cette lumière partait. Et vous ne pouviez plus la trouver. Nuh gemisi benim kendi şahsi olarak ben de hem inanıyorum hem de karar veriyorum. Çünkü neden? Her taraf gitti, Nuh'un gemisi o böyle ada gibi içinde kaldı. Her akşam üzerinde bir ışık yandı. Sarı, yeşil, kırmızı. Kimse böyle bir ziyaret etmedi, bir tövbe gibi bir hazinedir. Ama araştırma yapıldıktan sonra izin arada kayboldu gitti, ben de inanıyorum. Seda bir daha var. Söyle, onu söyle. Il a dit, ma pensée personnelle est que, après ce tremblement de terre, je vois qu'il est en forme d'arche. Il y avait aussi une lumière composée de couleurs, de lumière verte, jaune et rougeâtre, que nous avons vue là-bas. Et beaucoup de gens dans le village disaient que c'est un lieu saint. Quelqu'un a dit qu'il y a de l'or, que nous devrions aller le chercher, et des choses comme ça. Puis, surtout lorsqu'on s'approchait, la lumière disparaissait. On ne la voyait plus. Mais il dit, c'est après que le gouvernement ait confirmé que c'est effectivement l'arche de Noé, qu'il n'y a plus eu de lumière. Et vous savez, c'est ce qui me fait penser que c'est l'arche de Noé. Croyez-vous que l'arche de Noé a réellement existé? Se peut-il que la légende qui ressemble à un conte de fées soit un fait prouvé? Eh bien, la recherche est en cours depuis l'époque biblique. Et dans un moment, vous allez rencontrer des gens qui affirment avoir trouvé avec certitude l'arche. Nous savons que de telles affirmations ont déjà été faites, mais il y a quelques mois, ces gens sont venus sur notre plateau de 2020 avec de nouvelles et intrigantes découvertes scientifiques. Nous les avons suivis dans les montagnes de l'est de la Turquie, et ce que vous allez voir est un voyage d'aventure avec une foule de personnages improbables. Le reportage de Tom Gerald est plein de péripéties. Voici la beauté séduisante qui les a amenés ici, le mont Ararat enneigé. Les explorateurs y cherchent l'arche puisque c'est le point le plus élevé de la région. Et lorsque les eaux se sont retirées, on peut supposer que c'est là qu'elle aurait accosté. Mais la Bible décrit les montagnes d'Ararat, les montagnes au pluriel. Est-il possible que l'arche se soit arrêtée sur l'une plus petite des montagnes sœurs d'Ararat? Le site en forme de bateau a été découvert et photographié pour la première fois par un capitaine de l'armée turque en 1959. Il a rapidement été exploré et considéré comme une bizarrerie de la nature. Mais Wyatt, un archéologue amateur, a ravivé son intérêt il y a quelques années. Il a fait venir Dave Fassold, un expert en sauvetage maritime, pour l'évaluer. L'équipe de la montagne diluvienne a fait appel à des technologies de pointe pour explorer la légende la plus ancienne de l'homme. Ils ont commencé à scanner le site avec un générateur de fréquences moléculaires. C'est un dispositif utilisé pour localiser les tumeurs cancéreuses et utilisé par Fassold pour trouver des trésors sous-marins. Cette fois, le générateur de fréquences a commencé à repérer un motif unique de lignes de fer sous la Terre. Ils ont commencé à placer des rubans le long de ces lignes, et la forme finie décrite par les rubans était celle d'un énorme navire, de la longueur et de la largeur approximative de l'arche de Noé, comme décrite dans la Bible. Le fascinant champ de ruban a rapidement suscité un plus grand intérêt académique. Le docteur John Baumgartner, physicien au laboratoire de Los Alamos, a renvoyé des échantillons au laboratoire pour analyse et a confirmé que le métal qu'il traçait avec les rubans était effectivement du fer. Avec la largeur et la longueur connues, la seule question qui restait était celle de la profondeur. En détectant la profondeur de la coque, il pourrait déterminer si l'objet en forme de bateau avait la capacité de chargement décrite dans l'arche biblique. Pour résoudre ce dernier problème, Wyatt et Fassold ont emmené le géologue Tom Fenner en Turquie avec l'équipement radar souterrain lourd de sa compagnie. Un tel équipement avait permis de localiser la boîte noire du cockpit au fond de la rivière Potomac après le crash de l'avion d'Air Florida. Supposons que cette pierre soit à 30 ou 60 cm sous terre. Est-ce que ça vous donnerait une lecture d'où elle serait? Pourriez-vous la localiser? Oui, nous pourrions. Est-il possible qu'il y ait un moment où vous pourrez dire que c'est un objet fabriqué par l'homme? La symétrie des lignes suggère que c'est un bateau. J'espère prouver que la structure souterraine est bien celle d'un bateau.
C'est ici, à quelques kilomètres du site en forme de bateau, qu'une partie d'attente a commencé pour Fener et les autres. L'équipe avait besoin d'un dernier feu vert du gouvernement turc pour achever son enquête sur la montagne apocalyptique. Quoi qu'il en soit, nous allons nous accrocher comme l'odeur sur une moufette. S'accrocher comme l'odeur sur une moufette. Le gouvernement turc a arrêté l'exploration. Et maintenant, depuis que nous y sommes allés, Barbara, les choses se sont calmées et ils ont envoyé leur propre équipe de scientifiques jeter un œil sur ce site. C'est un endroit très fascinant. Un géoradar a été utilisé sur la formation pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les réflexions de l'appareil ont créé une image de bois de construction dans le sol. Ce diagramme nous montre quelques-uns des principaux éléments structuraux de l'arche, y compris des motifs parallèles et répétés, indiquant une structure artificielle. En effet, il y a quelque chose en dessous de cette roche, en plus de la roche. Un appareil radar mis au point par les systèmes de levée géophysique à Hudson a été utilisé sur la montagne. L'appareil appelé SEER est utilisé par les sociétés d'exploration d'énergie pour analyser ce qui se trouve sous la surface terrestre. D'après le SEER, un objet construit par l'homme se trouve sous le mont Haredog. Ces données ne représentent pas une géologie naturelle. C'est une structure faite par l'homme. Ces réflexions sont très périodiques, trop périodiques pour être des interfaces aléatoires de type naturel. Comparé à un porte-avions de 300 mètres de long, nous pouvons voir que l'arche est assez grande. L'arche était un navire de haute technologie, conçu pour survivre à un déluge catastrophique qui allait détruire la surface de la Terre. Doté d'une quille, de carlingues et d'encre de pierre, c'était véritablement un ouvrage d'art, conçu pour sauver la race humaine de l'anéantissement. La Bible nous dit que l'arche avait 300 coudées de longueur. La formation de l'arche a été mesurée à 156 mètres de long, soit exactement 300 coudées égyptiennes. Moïse, en écrivant le récit de la Genèse, était habitué à utiliser la grande coudée égyptienne, longue de 52 cm. La Bible mentionne une coudée ancienne, ou coudée selon l'ancienne mesure. Il s'agit de la grande coudée égyptienne, divisée en 28 doigts, constituant la règle de coudée. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que la coudée hébraïque de 45 cm a été développée et mise en œuvre. Au Tel de Megiddo, en Israël, les portes de Salomon peuvent être mesurées exactement à 6 coudées égyptiennes, donnant une preuve supplémentaire de son utilisation ancienne. On peut facilement voir les membrures près de la poupe du côté tribord de l'arche. Elles faisaient partie de la superstructure de l'arche, à la manière dont les navires sont construits aujourd'hui. Des planches horizontales étaient fixées à ces membrures verticales. On peut voir ici des fissures verticales entre les membrures. Ces membrures sont perpendiculaires à la coulée de boue autour de la structure, ce qui indique, encore une fois, une construction humaine. Des garçons du village nous saluent tandis que nous examinons le côté tribord de l'arche, qui monte en courbe vers l'avant de l'arche. Ce côté est en majeure partie enfoui dans le sol. L'extérieur de la poupe ou l'avant se trouve juste devant nous, puis nous dirigeons le regard du côté tribord pour voir le haut des membrures. Au loin, nous pouvons voir le mont Ararat et le petit Ararat. Nous nous dirigeons maintenant vers le côté bâbord de l'arche près de la poupe. Ce côté est moins bien préservé, mais nous pouvons voir une grande membrure se tenant verticalement. Elle a été magnifiquement préservée et a conservé la courbure de la coque. De là, nous regardons plus loin vers l'avant de l'arche et nous pouvons voir un grand trou qui a été ouvert à l'explosif en 1960 lorsque le premier groupe est venu des États-Unis pour inspecter le site. Nous nous trouvons maintenant sur le pont central de l'arche et dirigeons nos regards vers l'intérieur du côté bâbord, où nous pouvons voir 4 protubérances horizontales alignées. Elles sont disposées de manière régulière, indiquant une construction humaine. Celles-ci étaient des barreaux, pièces de support de pont transversales s'étendant vers le milieu du pont. De la poupe, nous pouvons voir la forme symétrique du bateau, y compris le monticule central où les ponts se sont effondrés les uns sur les autres.
En continuant d'inspecter la poupe, nous pouvons voir 5 objets alignés le long de l'intérieur bâbord du pont. Ceux-ci ont été mesurés à intervalles réguliers et semblent être des épontilles ou poutres verticales de soutien du pont. À l'origine, l'arche s'était immobilisée plus haut dans la montagne, mais elle a dérivé à son emplacement actuel au milieu d'une coulée de boue ou de lave qui l'a empalée sur cet affleurement rocheux. Ron Wyatt utilisait son géoradar devant les autorités turques lorsqu'il a repéré un objet juste sous la surface. Ce qu'ils ont trouvé était ce beau bordage de pont. Il a été soumis à une analyse de carbone organique au laboratoire Galbraith. Le niveau de carbone organique était extrêmement élevé, ce qui prouve que cet objet était autrefois de la matière vivante, cohérente avec du bois. Monsieur Wyatt a pu présenter le bordage de pont sur CNN lorsqu'il a été interviewé sur leur chaîne. Le bois est en 3 couches, un peu comme du contreplaqué, avec de la colle qui suinte à l'extrémité. Cela le rend plus solide qu'une seule pièce de bois massif. La partie externe est enduite de bois noir. Des clous sont également visibles à sa surface. Cette stratification du bois peut avoir été le bois de gopher mentionné dans la Genèse. Juste au-dessus du site de l'arche se trouve le village d'Uzengili. Son ancien nom, au XIXe siècle, était Nassar. Cette appellation est similaire à celle de Nissir, un village que Béroz de Babylone décrit comme étant proche du site de l'arche. Flavius Joseph a écrit au 1er siècle « Ces vestiges y sont encore aujourd'hui montrés par les habitants ». Cela nous indique que l'arche était dans un endroit accessible. Ces villageois locaux avaient une activité touristique en accueillant des visiteurs venus voir l'arche. Les visiteurs de l'arche passaient la nuit ici et repartaient avec des souvenirs du village. La preuve en a été découverte en 2000 quand un archéologue a découvert ce tesson de poterie à 20 mètres de l'arche. Côté concave, il présente la sculpture d'un homme utilisant un marteau pour enfoncer un clou, à l'image de Noé construisant l'arche. Du côté convexe, un dessin à l'encre ancienne montre un homme libérant des oiseaux, correspondant au récit biblique de Noé libérant un corbeau et une colombe. Ce n'est qu'un autre élément de preuve stupéfiant trouvé ici sur le site de l'arche. À l'aide du géoradar, Ron Wyatt a découvert une cavité ouverte du côté tribord de l'arche. En utilisant une technique de carottage, il a pu accéder à l'intérieur de l'arche. Des preuves étonnantes ont été extraites du ventre du navire. À l'aide d'un long râteau improvisé, de la bouse animale pétrifiée a été extraite de la coque. Ensuite, des poils de chat ont également été retirés de la cavité. Puis, un bois de cervidé pétrifié a été extrait. Ce sont tous des éléments que l'on pouvait s'attendre à trouver au fond de l'arche. La Bible nous dit que les antédiluviens étaient habiles dans le travail du métal. Tubal-Caïn fut forgeur de toutes sortes d'instruments d'airain et de fer. Ce grand rivet métallique ou rondelle métallique autour d'une tige de métal a été découvert par Ron Wyatt lorsqu'il a emmené un groupe de visiteurs sur le site en 1991. La tige centrale a été frappée alors qu'elle était très chaude, ce qui l'a évasée, maintenant la rondelle en place. Les résultats d'analyse ont montré qu'il contenait 8% d'aluminium métallique. L'aluminium métallique est artificiel, ce qui prouve que ce site est un objet fabriqué par l'homme. Des sceptiques ont prétendu que M. Wyatt avait menti sur les analyses. Mais est-ce le cas? Lorsque l'équipe d'Ark Discovery International était sur le site de l'arche, elle a utilisé un détecteur de métaux pour localiser des fixations métalliques de l'arche. Voici une pièce de métal en forme de croissant qui était une rondelle de rivet à l'époque et qui a été retrouvée près de la poupe du côté bâbord. Un échantillon de celle-ci a été testé au laboratoire Galbraith dans le Tennessee et les résultats ont été stupéfiants. Elle contenait 8% d'aluminium métallique, exactement comme l'avait révélé le test de Ron Wyatt. L'analyse a en outre décelé une petite quantité de titane métallique qui est également fabriqué par l'homme. L'équipe d'Ark Discovery a poursuivi ses recherches sur le site et a repéré une autre fixation du côté tribord. Une partie de celle-ci a été envoyée au laboratoire Galbraith pour analyse et encore une fois, les résultats ont été stupéfiants. Elle contenait 8% d'aluminium métallique, 1,3% de titane métallique et 3,8% de magnésium métallique. Tout cela indiquant que la formation de l'arche est une structure de construction humaine.
L'Encyclopédie Britannica nous dit qu'en raison de son activité chimique, l'aluminium ne se trouve jamais sous la forme métallique dans la nature. Ces composants métalliques uniques sont des marqueurs spéciaux qui ont subsisté, prouvant que le site est, sans l'ombre d'un doute, une structure construite par l'homme, utilisant des techniques de construction avancées, conformes à ce que l'on peut s'attendre à trouver dans l'Arche de Noé. L'homme moderne n'a découvert la fabrication du métal d'aluminium que vers 1900 de notre ère, mais les antédiluviens possédaient cette connaissance à leur époque. D'autres fixations métalliques ont été trouvées du côté bâbord du pont. Notre détecteur de métaux a localisé la présence de métal sur une plaque rectangulaire positionnée sur une surface plane. Cette plaque avait à l'origine 6 rivets. L'un d'eux est encore visible sur le côté gauche. D'autres fixations métalliques peuvent encore être vues autour de l'arche à divers endroits. Ces fixations ont des couleurs différentes de celles du matériau environnant, ce qui facilite leur localisation sur le site. Sur la partie extérieure de l'arche, à un niveau plus élevé, nous avons pu observer cet objet qui semble être une capsule métallique à l'extrémité d'un poteau vertical. Il a une impression en X en relief au centre. Le côté gauche de la pièce est manquant, mais le dessus et ce côté immédiat sont toujours fixés au poteau. L'empreinte en X indique une structure construite par l'homme, avec des angles de 90 degrés. Notre deuxième arrêt de taxi est le village de Kazan, où l'on peut trouver de grandes ancres de pierre qui, autrefois, étaient suspendues à l'arrière de l'arche. Juste en bas de la vallée de l'Arche de Noé, nous arrivons au village de Kazan, où des parties du système directionnel de l'arche ont été lâchées, permettant ainsi à l'arche de flotter plus librement. Le village était connu sous le nom du « village des 8 », ainsi nommé d'après les 8 survivants du déluge. C'est le premier endroit où Noé et sa famille ont vécu après le déluge. Les grandes ancres de pierre étaient suspendues à l'arrière de l'arche pour affronter les vagues successives. Cela créait une sorte de résistance dans l'eau, permettant à l'arrière arrondi de l'arche de se protéger des vagues puissantes qui auraient pu endommager gravement l'arche si elle frappait sur le côté. Voici la première ancre de pierre, mesurant 3,35 m de haut, dont 1,20 m enfouie dans le sol. C'est en fait la plus grande et la plus belle ancre de pierre trouvée à ce jour. Un trou conique a été percé dans le haut de chaque ancre de pierre, avec une ouverture de 12 cm d'un côté et 17 cm de l'autre, permettant de passer une corde et de faire un nœud. Elle a été conçue pour être soulevée lorsqu'immergée, pesant alors moins, empêchant ainsi son extrémité de se rompre. La caractéristique la plus frappante sont les croix gravées sur l'encre de pierre. Les premiers chrétiens ont traversé cette région et reconnaissaient ces objets comme des éléments bibliques de l'arche. Ils ont gravé des croix sur ces ancres de pierre représentant Noé et sa famille. La plus grande croix ici représente Noé dans le style croisé. La forme losange ou diamant surmontée d'une croix était le signe de Nimrod de son vivant. Le losange représente l'arche dont il s'est attribué le mérite, puis la ligne verticale représente le chemin vers le ciel, la barre transversale représentant le ciel. Les Égyptiens avaient une adaptation de ce symbole appelé Ankh. De plus petites ancres de pierre ou ancres flottantes peuvent être trouvées près de la Méditerranée. Voici l'une des plus grandes que vous pourrez voir en dehors de la région de l'Arche de Noé. L'ancre de pierre suivante est partiellement enfouie dans le sol avec 5 croix. La plus grande croix représente Noé. La suivante, plus petite, Madame Noé. Puis les 3 plus petites sont les fils de Noé. En bas se trouve une représentation possible de la tour de Babel, construite environ 200 ans après le déluge par Nimrod et ses disciples rebelles. Cette pierre particulière a 7 croix, la 8e ayant été supprimée à un moment donné. Cette pierre a une grande croix représentant Noé. La suivante plus petite en bas à gauche est Madame Noé. Les 3 suivantes petites croix représentent les 3 fils, puis les 3 plus petites représentent les femmes des fils. Cette pierre n'a pas de gravure, mais elle a un trou percé à son extrémité. D'autres pierres ont été trouvées enterrées, mais elles ne portent aucune inscription. Cette pierre avait un trou percé du côté gauche et, à droite, on peut voir d'anciennes inscriptions.
Cette pierre a été vandalisée, mais vous pouvez voir où se trouvait autrefois le trou à son sommet. Des croix ont également été gravées sur cette pierre. Il y a 5 croix sur cette encre de pierre, et en regardant vers le haut, nous pouvons voir où le trou a été cassé. À l'extérieur du village de Kazan se trouve un grand objet qui a l'apparence de l'écorce d'un arbre pétrifié avec des caractéristiques inhabituelles. Pour autant que nous sachions, il n'existe nulle part rien de semblable. Il y a des croix très faiblement gravées. Nous en avons une grande ici. Nous en avons une petite juste là. Une ici. Une ici. Elles deviennent de plus en plus difficiles à voir chaque année. Est-ce du bois pétrifié ? Eh bien, Ron a dit qu'il pensait que c'était de l'écorce d'arbre pétrifié. Cela ressemble un peu à de l'écorce de pin. Ça résonne comme du métal. Ce n'est pas une encre de pierre. Ron a théorisé que cela aurait pu être une partie de la couverture. Vous vous souvenez qu'à un moment dans la Genèse, il est dit « Et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda » ou « jeta la couverture ». Bien sûr, c'est juste une spéculation. Nous n'avons aucun moyen de savoir avec certitude, mais c'est une chose assez unique. Ça a l'apparence et la texture d'une sorte d'écorce, mais on constate que c'est de la pierre. Il a un son très creux. Il sonne comme du métal. Il a une résonance harmonique. Oui, tu as raison. Combien de pierres font ça? Je pense qu'il y a 8 croix dessus. Nous en avons trouvé 7. Je pense qu'il y en a une 8e là-haut. Notre prochain arrêt de taxi est la maison de Noé, près du village de Kazan. Cette photo, prise en 1977 par Ron Wyatt, montre les murs de la maison de Noé. Depuis, tous les murs ont été démolis par des chercheurs de trésors locaux. Dans la cour avant se tenait cette grande pierre tombale. Sur la pierre se trouvait un dessin de 8 personnes et un bateau sur une vague. La deuxième plus grande personne regardait vers le bas, les yeux fermés. Cela indique que c'était la pierre tombale de Madame Noé. Après que M. Wyatt ait montré cela à quelqu'un, cette personne en a engagé d'autres pour exhumer le sarcophage de Madame Noé, d'une longueur de 5,40 m. Son creux dans le sol est encore visible aujourd'hui. Ces bijoux ont ensuite été vendus au marché noir pour des millions de dollars. À l'extérieur de la maison de Noé s'étendent d'anciennes clôtures en pierre pour contenir les animaux. Dans la Genèse, il est dit que Noé pratiquait l'élevage. Dans ce cas, nous pouvons voir des signes d'élevage. Certaines clôtures sont plus proéminentes que d'autres, mais elles sont toutes en ligne droite. Plus haut vers la colline, derrière la maison de Noé, se trouve ce grand autel qu'il utilisait pour sacrifier des animaux au Seigneur. Il mesure environ 3 mètres de diamètre et a la forme d'un cube. En conclusion, nous pouvons dire que la formation de l'arche de Noé de Dorupinar regorge de preuves qui confirment son authenticité, en particulier lorsqu'on considère objectivement toutes les informations. De nombreux livres ont été écrits sur la découverte de l'arche. Elle a été présentée dans de nombreux journaux et émissions de télévision, mais la plupart du monde n'est pas au courant de cette magnifique découverte, qui réfute l'évolution et prouve que la Bible est la vérité. Au moment choisi par Dieu, il révélera cela à toute l'humanité.